à celles et ceux qui étaient là peut-être aux tables précédentes. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. On se retrouve pour une troisième table ronde, sous les meilleurs auspices, avec le thème médecine complémentaire et alternative. Faut-il les rejeter? Voici nos trois invités. Fantine, médecin généraliste, vulgarisatrice médicale, créatrice de la chaîne YouTube Fantine et Hippocrate. On est bon? On est pas mal. On est pas mal. Sébastien Canvet, vous êtes maître de conférence en droit privé, créateur de la chaîne de vulgarisation juridique. Vous avez le droit. Vous êtes un youtubeur, hein, quelque part, vous aussi. Oui, Oui, je crois qu'on peut dire ça. Youtubeur récent, je commence Oui, une c'est nouvelle un carrière. jeune youtubeur, frais et moulu. Un jeune débutant. François Morel, vous avez été pris d'une panique morale. Non, je plaisante. Le Covid vous a rattrapé. Vous êtes chirurgien de la face, vous êtes vulgarisateur médical. Votre chaîne YouTube, c'est, comment on dit en latin, primum non nocere? En latin, c'est primum non nocere, mais personne ne prononce ça comme ça. On dit primum non nocere en bon français. Voilà, membre fondateur du collectif No Fake Med. On peut peut-être commencer avec Désolé, cette... j'ai encore une toux un petit peu gênante. Oui, c'est bien, vous avez déjà illustré le propos, le fait que vous ayez le Covid. Qu'est-ce que c'est que cette peluche en forme de vache là? On est dans la chambre d'amis? C'est une vache. Voilà, tout simplement. C'est une vache. Si ça fait meuh et que ça a des cornes, c'est une vache. Donc c'est assez Jusqu'à logique. preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Là, on sent les Ça peut scientifiques. être un minotaure, mais c'est plus rare. Exactement. On va commencer avec vous, Fantine, puisque quand on a échangé pour préparer ce panel, il faudrait d'abord savoir de quoi on parle quand on parle de médecine complémentaire et alternative. Donc on va essayer de définir ce concept, enfin d'en discuter en tout cas, que vous en discutiez tous les trois, pour ensuite avancer sur cette question évidemment un brin provocante. Faut-il les rejeter? La réponse est oui, bye bye, ciao, on plie les gaules, et voilà. Donc non, on commence. Qu'est-ce qu'on entend par médecine alternative, médecine complémentaire, Fantine? C'est une question très compliquée. En fait, dans médecine alternative et complémentaire, il y a trois termes. Médecine, en principe, une médecine, c'est quelque chose qui est censé avoir fait la preuve de son efficacité. Pourtant, médecine alternative et complémentaire, c'est le terme consacré dans la littérature. Donc, en français, on parle de MAC, en anglais, on parle de CAM, donc Conventional and Alternative Medicine. Complementary and Alternative Medicine. Notre bon ami Ezard Ernst dirait des scams même. Scam même. Jeu de mots au passage. Et oui, c'est vrai, Edzard Ernst qui n'a pas pu se joindre à nous malheureusement. C'est médecine alternative et complémentaire. Ce terme déjà en lui-même est problématique. On parle de médecine, on parle de thérapie complémentaire. Qu'est-ce qu'on entend également par complémentaire? Complémentaire, ça voudrait dire que ça intervient uniquement en sus, en plus des thérapies conventionnelles, alors qu'on sait que c'est pas nécessairement le cas. Hein. Il y a plein de praticiens de médecine alternative. plein de praticiens de médecine alternative qui vont proposer des thérapies en remplacement de la médecine conventionnelle et alternatif. Encore une fois, on ne sait pas bien ce que ça veut dire. Donc en fait, déjà rien que la définition de ce terme en lui-même, c'est complexe et ça montre à quel point c'est compliqué de savoir ce qu'on met dedans. Et vous préférez dire quoi? Pseudo-médecine? Alors, pseudomédecine ou thérapie alternative et complémentaire. Enfin, alors, thérapie alternative, parce que j'aime pas ce terme de complémentaire, parce qu'elles le sont rarement, en fait, complémentaires. Mais thérapie alternative, je pense que c'est peut-être le moins mauvais des termes. Alors, avec vous, Sébastien, on a compris que vous étiez juriste. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir ce contrepoint, parce que nous avons deux médecins et un juriste. D'un point de vue du droit, comment ça se passe sur ces médecines alternatives complémentaires, pseudo-médecine? Est-ce que c'est considéré comme des disciplines à part entière? Est-ce qu'on est plus dans le domaine dit du charlatanisme, qui aurait une définition spécifique dans un code mais pas dans l'autre? Éclairez-nous un petit peu là-dessus. Vous savez, moi je suis un pauvre juriste avec une imagination au ras des pâquerettes du journal officiel. Oui. Donc c'est ce que c'est une définition nous stricte. Dit le législateur, c'est ce que nous dit la loi. Mettre le micro, oui, pardon, c'est ce que nous dit le législateur, c'est ce que nous dit la loi, qui va être considéré comme admissible ou pas. Il ne faut jamais oublier que le principe dans nos démocraties libérales, c'est la liberté. J'entends trop souvent dire des gens, il y a un vide juridique. Ben moi, il y a un équivalent pour le mot vide juridique, ça s'appelle la liberté. Donc,
la liberté est le principe et l'exception, c'est ce qui est interdit. Et le législateur a décidé qu'un certain nombre de comportements étaient interdits. Alors, ces classifications sont des classifications médicales. Moi, je ne m'y retrouve pas en tant que juriste. Le droit que je vais vous expliquer pendant cette table ronde est un droit un petit peu disparate, mais qui forme quand même un tout cohérent pour donner simplement la limite de ce qui est permis et de ce qui ne l'est pas. On va avoir le loisir de rentrer dans le détail dans quelques instants. François, entre deux quintes de tout, vous avez une démarche plutôt proactive, on va dire poliment. Alors vous, est-ce que vous pensez que les médecins doivent rentrer dans l'arène et combattre ces médecines alternatives complémentaires ou pseudomédecines, ou débattre pied à pied pour montrer leur vacuité enfin, ouais, vous vous situez comment par rapport à ça? Plutôt combatif? C'est pas une histoire de combattre, c'est une histoire de... enfin, je suis là parce que, un, je suis vulgarisateur, mais deux, parce que je fais partie d'un collectif, comme vous l'avez dit, qui s'appelle le collectif NoFakeMed, et parce qu'on a fait une tribune, on a une démarche bizarrement, ce qu'on pourrait dire, d'intégration des médecines, enfin, c'est pas des médecines, enfin, des pratiques de soins non conventionnels, on va dire ça comme ça, parce que c'est pas de la médecine, c'est justement le principe. Le truc, c'est la médecine, elle est une et indivisible. Il y a les choses qui soignent et les choses qui ne soignent pas. Dans la médecine, il y a des choses qu'on a utilisées pendant un certain temps, puis on a arrêté de les utiliser. Et à l'heure actuelle, on se retrouve avec ce paradoxe où on a la médecine officielle, conventionnelle, et on a les soi-disant médecines alternatives. Et ça pose un problème parce que la médecine, encore une fois, elle est une et indivisible. Il y a ceux qui fonctionnent et il y a ceux qui ne fonctionnent pas. Donc, dire il faut les rejeter, il ne faut pas les rejeter, c'est pas tout à fait, c'est très limité. On garde ce qui fonctionne. Donc, ma démarche et la démarche du collectif dans lequel j'évolue, c'est de dire et tout ce qui fonctionne, on garde. Par contre, ce qui ne fonctionne pas, on ne garde pas. Ça ne sert à rien de conserver des choses qui ne gardent pas. Dans la médecine de tous les jours, on élimine des médicaments, on élimine des pratiques chirurgicales, on élimine des pratiques de soins qui ne fonctionnent pas ou qui ne font plus aussi effet qu'avant parce que on a trouvé mieux, quoi. Donc, il faut faire ça avec tout. Si c'est considéré comme de la médecine, ça applique les mêmes règles que la médecine. Si ce n'est pas de la médecine, ça sort du champ de la médecine. Donc, on n'est pas là pour les combattre, on est là pour remettre l'église au centre du village. C'est-à-dire que si on parle de médecine, ok, parlons de médecine. Mais à ce moment-là, il va falloir que tout le monde joue avec les mêmes règles. Sinon, c'est pas équilibré, quoi. Alors, il y a une dimension sociologique à tout ça, parce qu'on peut se dire légitimement, si les patients vont chercher des alternatives, c'est qu'ils n'ont pas forcément reçu soit une écoute attentive, soit un traitement qui les aura satisfaits. Il y a forcément un manque. Est-ce qu'il y a finalement un mea culpa à faire, ou en tout cas une remise en question des médecins, de se dire on n'a pas eu le temps, on ne sait pas l'adresser, ou il y a des lacunes dans notre formation? Qu'est-ce qu'on peut se dire par rapport à tout ça, Fantine? Plutôt que de jeter tout de suite l'opprobre sur ceux qui utilisent ces pratiques alternatives. Oui, bien sûr. Effectivement, il y a une grosse remise en question à faire de la part de tous les professionnels de santé. On parle des médecins, mais en fait, c'est tout le corps médical en lui-même, que ce soit les aides-soignants, aides-soignantes, les infirmiers, infirmières, les médecins, les chirurgiens, les assistants sociaux, enfin tout le corps médical et paramédical. Les personnes qui vont chercher des soins complémentaires, enfin des médecines alternatives, ils vont les chercher parce qu'ils en éprouvent le besoin, comme le disait Primum. Et ça a été d'ailleurs très bien évoqué sur la table ronde d'hier avec notamment Sohan et il y avait Richard Monvoisin. C'est que en fait, ces personnes vont chercher quelque chose que la médecine conventionnelle, enfin le cadre médical actuel ne peut pas leur offrir. À l'heure actuelle, une consultation médicale en médecine générale, c'est dans la plupart des cas 15 minutes, au mieux pour certains praticiens 20 minutes. Il faut bien être conscient que quand vous arrivez avec une symptomatologie dépressive, le temps que le médecin vous passe la carte vitale, qu'il vous dise bonjour, comment ça va, qu'il se rende compte que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il fasse tout l'interrogatoire, un vrai diagnostic de syndrome dépressif, ça prend au minimum 3/4 d'heure. C'est un temps que le médecin n'a pas. Parce que le système de santé est fait comme ça et c'est un temps que va avoir l'acupuncteur, c'est un temps que va avoir l'ostéopathe, c'est un temps que va avoir l'aromathérapeute. Déjà, il y a ce premier point, je pense, qui est le manque de temps des médecins pour
parler à leurs patients. Et la deuxième chose, c'est le manque de temps et le manque de formation et d'envie pour écouter les patients. On n'est pas formé à écouter les patients. La seule formation qu'on a qui puisse s'en rapprocher, en tout cas dans l'internat de médecine générale, c'est 2 jours de formation à l'entretien motivationnel. Je ne sais pas, du coup, Primum pourra peut-être le dire pour les internats de chirurgie, je ne sais pas si vous avez cet équivalent. En médecine générale, on ne nous apprend pas à parler et surtout à écouter les patients. Or, l'écoute, c'est quand même le soin fondamental par excellence. C'est en écoutant les plaintes, les peurs, les croyances des patients qu'on a fait 50% du taf. C'est quelque chose auquel on n'est pas formé et c'est quelque chose que font très bien les praticiens de médecine complémentaire parce que justement, eux sont vraiment dans une démarche de soins et pas de médecine. Et c'est ça, je pense, la différence. En anglais, on parle de cure et de care. Les médecins font très bien le cure, donc on guérit les maladies, ça on sait très bien faire. Le care, le prendre soin d'eux, c'est quelque chose qui n'existe plus dans la pratique médicale actuelle et je pense que c'est une des principales causes de la fuite de certains patients vers ces praticiens qui, eux, à défaut de les guérir, vont pouvoir les écouter. Vous partagez cette analyse, François Morel? Parce que là, c'est la quadrature du cercle. Comment on peut trouver le temps? Vous l'avez dit, il y a un problème de temps, il y a un problème Alors, hier, Richard Bonvoisin parlait de problèmes systémiques. Lui, il voulait tout remettre à plat. Quelle est votre position, François, là-dessus? Alors, je souscris dans l'immense majorité à ce qu'a dit Fantine, parce que c'est de la pratique de tous les jours. Ensuite, je serais un peu plus nuancé sur... C'est pas que... Alors oui, on n'a pas le temps, on n'est pas formé, mais il faut voir aussi que sur les 60 dernières années, la pratique médicale a considérablement changé. Je crois que les gens ne se rendent pas vraiment compte à quel point la pratique médicale sur les 60 dernières années, elle n'a absolument plus rien à voir avec l'image que les gens ont de la médecine. C'est-à-dire que pendant 2000 ans, un peu plus que ça même, puisque Hippocrate, c'est 400 avant Jésus-Christ, pendant 2000 ans, on a pratiqué du care, ce qu'elle disait Fantine, le care, c'est prendre soin de l'autre. Et on avait très peu de soins médicaux, d'accord. On avait très peu de solutions aux problèmes. On avait on savait faire des diagnostics, et on en savait de plus en plus. On a connu de plus en plus de choses sur la médecine, mais on n'avait pas beaucoup de ressources thérapeutiques. Sauf que sur les 60 dernières années, ça a complètement changé. On a beaucoup plus de ressources thérapeutiques, on sait encore plus de choses sur le corps médical et sur les pathologies, mais on a de moins en moins de temps pour le care, parce que ce n'est pas ce qu'on nous demande à la base. On nous demande surtout de faire de la thérapeutique. Il faut voir que sur les 60 dernières années, on a vu apparaître les antibiotiques et apparaître les premières antibiorésistances, donc on a dû s'adapter par rapport à ça. On a vu apparaître le scanner, l'IRM, toutes les techniques de chirurgie moderne, toutes les techniques de médecine, de thérapie basées sur le génie moléculaire, le génie génétique, le génie chimique, toutes les techniques d'imagerie, de radiothérapie, de cancérologie. Voilà, je veux dire, les révolutions en cancérologie, ça date des années 90. La révolution en chirurgie, c'est des années 80. La révolution en imagerie, c'est des années 70. Voilà, on a appris plein de nouvelles choses. Donc déjà, ce qu'ont à apprendre les médecins, c'est énorme. C'est complètement gargantuesque. Entre la génération de mes parents et ma génération à moi, ce qu'on a appris en médecine, ça n'a strictement rien à voir. Donc, le truc, c'est qu'à l'heure actuelle, on nous demande beaucoup de thérapeutique, on nous demande de savoir beaucoup de choses. Et le truc, c'est que ça empiète forcément sur quelque chose. Les journées n'étant pas extensibles et la vie d'un praticien n'étant pas extensible, déjà sur 15 ans d'études, on a du mal à tout savoir. On va se concentrer sur déjà ce qu'on a à savoir. Et la pratique, elle se fait au lit du patient. Donc, on nous apprend des bases, parce que on a des bases quand même. Ok, il y avait l'histoire de l'entretien motivationnel. Par exemple, pour annoncer une maladie grave, un cancer par exemple, on a des bases, mais chacun y trouve sa pratique. Il n'y a pas le petit manuel de l'annonce de la maladie grave, quoi. C'est de la pratique de tous les jours, de la sensibilité du praticien, de plein de choses. Donc, oui, il y a un progrès à faire là-dessus, et c'est parce qu'il y a ce manque d'écoute, parce qu'on nous a demandé surtout d'être des techniciens, qu'il y a un problème. Mais
c'est le revers de la médaille. C'est-à-dire qu'on nous a demandé beaucoup de techniques, on a perdu beaucoup de care. Le truc, c'est que le récupérer, ça va être compliqué et il ne va pas falloir renier sur la thérapeutique. Et là, ça va devenir compliqué. Et pour ça, il n'y a pas 40 solutions, il faut beaucoup de monde. Alors nous avons un témoignage sur ce plateau, le témoignage d'un repenti, appelons-le Sébastien C. Sébastien, on n'a pas transformé votre voix, mais vous pouvez témoigner à visage découvert. Est-ce que ça vous est arrivé de faire appel à une médecine alternative ? Oui, effectivement, j'ai fait appel à l'homéopathie afin d'éviter de perdre mes cheveux. Et c'est authentique, hein, je ne le dis pas pour rigoler. J'avais pris rendez-vous, j'étais étudiant, je commençais à perdre mes cheveux, j'avais pris rendez-vous chez un médecin. Parce que ce n'est pas seulement les déçus de la médecine, moi j'étais allé voir un médecin et je pensais sérieusement qu'il pourrait m'aider. Et vous pouvez constater, les plus astucieux et les plus perspicaces d'entre vous pourront constater l'efficacité de la médecine en question. Et en l'espèce, c'était un médecin. Il n'y avait pas une démarche d'aller vers quelqu'un d'autre. Hein, je ne suis même pas un repenti. Alors, Déçu sans aucun doute. ouais. Mais ceci dit, d'un point de vue scientifique, hein, bien évidemment, ma modeste expérience avec un échantillon, avec une seule personne, sans échantillon témoin, évidemment, n'a aucune valeur de preuve. Voilà, aucune, bien évidemment, ça ne prouve pas. Alors là, que on en sourit, mais il peut y avoir dans ces pratiques. Donc, on a vu quelque part, c'est la quadrature du cercle, parce que vous l'avez dit, on n'a pas le temps, on n'est pas suffisamment formé. Vous l'avez dit là aussi, François, on est passé, il y avait une somme considérable à digérer, à ingurgiter en tant que praticien, et qui nuit forcément à l'aspect relationnel dans le care. Alors, donc ça laisse le champ libre à toutes ces alternatives. Et comment on fait pour rattraper ça? Parce que comme vous le décrivez, il va y avoir ces deux parallèles qui vont jamais vraiment se croiser. Vous allez dire, bon, on n'aura pas le temps d'apporter cette écoute et ils vont continuer à prospérer. Alors juste, je rebondis juste sur ce qu'avait dit François tout à l'heure par rapport au manque de temps, etc. Il y a aussi un autre facteur qui rentre en jeu, c'est que les médecins à l'heure actuelle ont bizarrement l'idée saugrenue de vouloir avoir une vie familiale, une vie privée, et de ne pas vouloir travailler jusqu'à 21h le soir. Et ça participe aussi mais du ça, vous manque le dites de de façon temps. ironique, mais on vous le reproche. Et Oui. on s'est dit, attendez, c'était mieux avant. Mon médecin de famille venait, il y avait les visites à la maison. Maintenant, vous êtes tous des flemmards, les jeunes. Ça s'apparente quand même à un sacerdoce et vous vous en rendez pas compte. Là, je blague pas hein, sur ces perceptions. Et le pire, c'est que les critiques viennent des patients, ce qu'on peut comprendre parce que sont dans une situation de souffrance. Hein, ils ont besoin de quelqu'un et ils sont en souffrance de ne pas pouvoir trouver quelqu'un. Donc ça, c'est quelque chose à la limite qu'on comprend, avec lequel on est capable d'avoir de l'empathie. Là où c'est beaucoup plus problématique, c'est quand ça vient des chefs de service qui, quand on a le malheur d'exiger nos repos de garde parce que ça fait 24 heures qu'on travaille, nous disons oui, non mais bon, alors moi de mon époque, j'allais bosser le lendemain et je faisais pas chier, je faisais ma visite. Et ça, c'est des pratiques encore très courantes de nos jours, même sur les repos de garde, mais pas que. Hein. Quand on a le malheur de dire, est-ce qu'aujourd'hui je pourrais partir un peu plus tôt parce que je voulais juste passer la soirée en famille, on nous regarde avec des gros yeux en disant, oui, mais enfin t'es médecin, t'as choisi, non. Enfin voilà. Donc ça, c'est autre chose, c'est une autre chose qui participe aussi du manque de temps. Et la question, c'était... Non, mais... C'était avant. Et sur le fait, sur l'exemple de Sébastien, je trouve qu'il est très parlant parce qu'il permet d'introduire justement la notion de médecine, de médecine conventionnelle, on va dire, c'est un vrai médecin, et de pseudosciences pour le coup, parce que là, on peut vraiment parler de pseudosciences pour l'homéopathie. Et il y a pléthore de médecins qui, effectivement, de médecins et de membres du corps médical, parce qu'on parle des médecins, mais notamment l'acupuncture ou l'ostéopathie chez les sages-femmes sont très, très en vogue. Chez les infirmières également, il y a beaucoup de pratiques de soins non conventionnels qui sont très, très en vogue. Et il y a une limite floue, en fait. C'est un continuum. C'est qu'il n'y a pas d'un côté il n'y a pas d'un côté la médecine conventionnelle, c'est facile, c'est structuré, c'est le médecin, l'infirmier, et de l'autre côté, le charlatan, l'acupuncteur, le chaman. Il y a une espèce de flou artistique qui est entretenu également par les personnes qui proposent des formations, qui vont donner des titres comme celui de psychopraticien, qui n'est pas reconnu, mais pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'un psychologue, qu'un psychothérapeute, qu'un psychiatre et qu'un psychopraticien, les quatre choses sont différentes et pour autant, les titres se ressemblent et ce flou participe aussi à la confusion des patients qui sont un peu démunis, qui font ce qu'ils peuvent, quoi.
Alors, phrase classique, qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui vous disent oui, mais bon, si ça fait pas de mal, s'il y a un effet placebo, ça va. On parlait hier des différents degrés d'acceptation. L'acupuncture ou l'ostéopathie, c'est difficile à faire sortir, même sur les esprits les plus rationnels et les plus scientifiques, de dire attends, l'ostéopathie, ça va. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a déjà des hiérarchisations là-dedans. Et de se dire, c'est un peu aussi les discussions familiales voilà, qu'on évoquait hier, de dire, ah, mais non, mais si ça peut, qu'est-ce qu'on répond à ça peut pas faire de mal? Alors moi, Difficile, ça, ce ouais. traitement des objections. Oui. Moi, j'ai un point de vue que, enfin, je suis pas sûre que ce soit une bonne attitude. C'est la mienne. C'est le compromis que j'ai trouvé dans ma dissonance cognitive. Je trouve que c'est pas si mal. En fait, je fais la part des choses entre le collectif et l'individuel. C'est-à-dire qu'au collectif, de manière générale, pour le grand public, je lutte contre les pseudomédecines parce qu'elles sont dangereuses, parce que elles vont entraîner des retards de soins, enfin voilà, tout ce qu'on connaît qui a déjà été démontré. Et au niveau individuel, en fait, c'est beaucoup plus difficile parce que... Merci François pour cette intervention. Désolé. Au niveau individuel, c'est beaucoup plus compliqué parce que en face de nous, on a une personne qui souffre en fait. Et lui dire juste, non, vous êtes complètement con, vous n'allez pas avoir un chaman pour votre cancer. On peut pas dire ça, même si on pense qu'effectivement... Là, vous êtes tiraillé entre votre obligation, votre serment, et le fait de voir quelqu'un qui peut avoir en face une perte de chance... Alors le problème, c'est que le serment... J'aimerais pas être à votre place. Hein. Non, c'est chiant. Le serment, il nous dit tout et son contraire là-dessus, puisqu'il dit qu'il faut pas qu'on pousse les gens vers des pseudomédecines, enfin vers des pratiques de soins non éprouvées, super. Et d'un autre côté, il faut qu'on soit empathique et qu'on respecte les choix du patient. Donc en fait, ça veut, enfin voilà, en fait, on peut tout faire, on sera jamais bon, ou on sera tout le temps plus ou moins bon. Donc moi, ce que je fais à titre individuel, c'est que j'essaye de comprendre pourquoi. Pourquoi vous voulez aller voir ce praticien? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va vous amener? En fait, le plus souvent, le patient, ce qu'il cherche, c'est du soutien, c'est de l'écoute, c'est de l'empathie. Et à la limite, qu'il le trouve chez un naturopathe, tant qu'il n'est pas en rupture de soins, à titre individuel, moi, ça ne me gêne pas. Vous le retenez toujours par la manche, ça veut dire qu'il faut que vous restiez bon patient. C'est le principal objectif. Faire une bascule totale vers la médecine alternative. De votre côté, François, vous gérez ça comment? Moi, je suis moins exposé à ce genre de choses parce que, en tant que chirurgien, les gens, quand ils viennent me voir, ils ont un problème. Mais je suis quand même exposé à des problèmes on va dire de professionnalisme au niveau médical, avec des choses qui ne sont pas forcément recommandées, indiquées, tout ça. J'essaye toujours de... Alors, pour le coup, moi, je me base plutôt sur le côté collectif, comme disait Fantine. Moi, mon action, elle essaye de... en tant que vulgarisateur et dans le cadre du collectif, vraiment de rediscuter d'un point de vue collectif sur qu'est-ce que c'est qu'apporter une preuve d'efficacité en médecine. Dans ma vie de tous les jours, j'en ai très peu en fait. Dans ma pratique de tous les jours, j'en ai très peu. Et quand j'en ai... c'est vrai que contester un chirurgien de la face, ouais, moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Non, on voit pas quelqu'un qui vous dirait ça d'entrée de jeu, quoi. Ouais, non, mais enfin, c'est surtout, alors j'en ai vu beaucoup, j'en voyais beaucoup quand j'étais en cancérologie, mais en cancérologie, l'histoire, elle est toujours la même. Hein. Je suis désolé, hein, mais en cancérologie, les gens sont là, oui, non, je vais prendre, je ne suis pas d'accord avec votre traitement, je vais faire ça à ma manière, je vais utiliser des huiles essentielles, aller voir machin, me traiter par le jeûne. Et je suis désolé de dire ça, hein, mais il y a deux types de patients qui arrivent derrière. Hein. Il y a ceux qui survivent et ceux qui reviennent. Hein. Et ceux qui reviennent, ils sont toujours dans des états qui sont très compliqués, et ceux qui survivent, et les autres, ils ne survivent pas en fait. Ils survivent pas en fait. Donc, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas beaucoup de retours dans ma spécialité, dans celle que je faisais avant. Il n'y a pas beaucoup de retours des échecs, parce qu'ils ne parlent pas, les morts. Hein. C'est un petit peu. Alors justement, puisqu'on arrive à cette extrémité, là, on va être sérieux encore plus 2 minutes. Je me tourne vers le juriste. On a quand même un arsenal pour se prémunir contre ça. On dit, nous, dans le grand public, l'exercice illégal de la médecine. Vous allez nous expliquer ce que c'est. La mise en danger d'autrui. C'est partie quand même des deux axes qui peuvent préserver finalement. Ou pas, les patients, ou ça vient un peu tard, parce que c'est après coup, une fois que le préjudice a eu lieu. Je vais faire les questions-réponses. Hein. Vous avez fait la question et vous avez fait la réponse.
quand vous dites prévenir, non, souvent le droit, alors c'est vrai qu'il y a un droit préalable, c'est-à-dire l'organisation du métier avec les prérequis, le prérequis, diplôme. tout à Ouais. fait, avec la définition de ce qu'est le praticien, le médecin, ainsi que les autres praticiens médicaux. Mais l'essentiel du droit va intervenir a posteriori, c'est-à-dire quand le mal est fait, quand les choses sont parfois définitives. Hein. Alors, il y a un droit tout d'abord qui va... l'ensemble du droit est là pour protéger le patient et une partie du droit est là aussi pour protéger le milieu médical, bien évidemment. Alors, l'exercice médical, pardon, je vais y arriver. L'exercice illégal. L'exercice illégal, merci, l'exercice illégal. Prenez votre deuxième paire de lunettes. Voilà, Sébastien. exactement. Soyons précis. De lunettes. Qui va bien m'aider. Donc l'exercice illégal de la médecine, bien évidemment, repose sur la définition du charlatanisme. Il y a une définition juridique du charlatanisme. Hein, vous ne l'avez pas dit, alors quand on a préparé la vidéo, vous en aviez parlé, mais cet exercice illégal de la médecine est défini dans le Code de la santé publique. Il s'agit de proposer des remèdes illusoires ou insuffisamment éprouvés en les présentant comme salutaires ou sans danger. Là, c'est très précis. Ça couvre quand même pas mal de situations. Tout à fait. Mais ça n'est que dans le Code de la santé publique et il n'y a pas d'infraction de charlatanisme en droit français. Ça n'existe pas. Il y a d'autres infractions qui sont prévues pour pouvoir lutter contre ce genre de comportement. Infractions qui peuvent être commises par des praticiens eux-mêmes ou par des non-praticiens. Il s'agit tout d'abord des sanctions disciplinaires. Hein, le médecin qui va, je peux vous en donner hélas quelques exemples jurisprudentiels, le médecin... On va frémir là, je sens. Oui. J'ai une décision de justice, par exemple, un Conseil d'État 2007. Il s'agissait d'une patiente qui avait un cancer du sein avec des métastases osseuses, donc le pronostic n'était pas très, très bien parti. Et ce médecin l'a rassuré, lui a fait lire des livres ésotériques. Il a eu l'innocence, c'est pour ça qu'il s'est fait pincer, d'écrire à une de ses consoeurs que l'état de la patiente était tout à fait d'une évolution parfaitement positive. Il a rajouté les ouvrages ésotériques et il a soigné par le même moment un monsieur qui a été atteint de graves infections rhumatismales. Donc il l'a soigné avec un petit pendule qui le promenait sur le corps, ainsi que d'une ampoule à poser sur le bras. Je n'ai pas compris dans la décision ce que c'était que cette ampoule. Je pense que c'était une ampoule électrique. Et l'ampulothérapie, ça fait Je ne sais rien, je ne sais pas. Et là aussi, lait de soja et lecture d'ouvrages ésotériques. Et ce monsieur a évidemment été suspendu, a contesté en justice sa suspension, c'était même sa radiation de l'ordre. Il avait d'ailleurs dans son droit hein, de contester cela en justice. Et à juste titre, le Conseil d'État a considéré qu'il s'agissait d'une pratique relevant du charlatanisme. Évidemment, l'objectif principal de cette décision, c'est d'empêcher ce monsieur de continuer de nuire, parce qu'il a prouvé plus qu'abondamment sa capacité de nuisance. Voici un exemple d'application du droit à un praticien hospitalier qui sort de son rôle. Après, j'imagine que, puisqu'on parlait du domaine du cancer, ça doit être quand même difficile d'évaluer la perte de chance, de dire c'est parce qu'un tel m'a fait ceci ou cela. Je ne suis pas certain je me trompe peut-être, hein, que les procédures aillent au bout. Comment ça se passe? Vous avez un peu de... Bien, le juge va déléguer tout simplement à l'expert, parce que le juge n'a pas de connaissances. Hein. Par exemple, un accident automobile, il n'a pas de connaissances ni en mécanique, ni en traumatologie. Donc, il va déléguer à l'expert le pouvoir de faire une expertise. On en parlait déjà hier dans une autre table ronde. Je précise toujours que le juge n'est jamais tenu de suivre les résultats de l'expert, mais qu'en pratique, il le fait systématiquement. Mais on le voit et on le sait aussi, eu égard à la sous-dotation de la justice, que ça peut prendre beaucoup de temps. Oui. Que la démarche d'initier ça, de dire il faut faire un dossier, il faut faire appel à un expert, prouver qu'on a une perte de chance, peut-être dans l'intervalle
décédé, donc on ne peut pas mener au bout cette démarche. Est-ce que l'arsenal est suffisant? Enfin, vous le dites sur le papier, ça a l'air de protéger, et dans les faits, est-ce que ça marche? Alors, la perte de chance, c'est quelque chose qui est évidemment tout à fait reconnu par le droit, heureusement. Et là aussi, un expert, un médecin légiste, le médecin légiste, c'est pas seulement celui qui vous ouvre en deux pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, pour essayer de comprendre les causes de votre mort. Il a un rôle beaucoup plus large, dont celle d'évaluer l'existence d'un préjudice ou l'existence, par exemple, d'une perte de chance de guérison. Et là aussi, il y a bien évidemment la possibilité de poursuivre un praticien ou un non-médecin pour avoir causé une perte de chance. J'ai un exemple de jurisprudence, là aussi. Il s'agissait, si je me souviens bien, d'une personne qui avait été poursuivie pour une infraction de mise en danger. L'infraction de mise en danger, c'est une sorte de couteau suisse du droit pénal dès qu'il s'agit d'une atteinte aux personnes, et c'est utilisé en particulier, enfin entre autres, je veux dire, en milieu pour les conséquences médicales. Et il s'agissait d'une personne qui... attendez, que je relise mes notes, excusez-moi. Oui, d'une personne qui, sur le conseil, là aussi, de son médecin, avait refusé provisoirement de prendre certains traitements qui pouvaient donc la soulager, et au profit de traitements non éprouvés. Là aussi, il y a eu l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui, et le praticien a été condamné. Je ne sais pas si ça répond précisément à votre question. Alors, François Morel, avec vous à nouveau, d'un point de vue médical et psychologique, on l'a dit tout à l'heure, si les gens font appel à ces alternatives, c'est qu'il y a un manque. Est-ce que vous avez des statistiques, vous, avec le collectif No Fake Med, de savoir combien de Français font appel à ce type de thérapie? Est-ce que c'est une lutte de tous les instants? Parce que là, on est dans des assemblées où tout le monde est à peu près convaincu, mais finalement, peut-être que vous êtes ultra minoritaire et qu'il y a peut-être 70% des Français qui estiment, je dis n'importe quoi, à vue de nez, mais est-ce que vous avez plus d'infos là-dessus? Là, comme ça, là, non, j'ai pas du tout préparé des chiffres là comme ça. En tout cas, la pénétration, quand je parle de pénétration, je parle vraiment comment dire, la prégnance des différentes pathologies, des différentes pratiques non conventionnelles dans la population, elle est assez grande. Mais en fait, elle est grande parce que l'offre est pléthorique. En fait, c'est une offre qui est tellement polymorphe que tout le monde peut y trouver quelque chose qui lui convient. Et c'est l'une de ses forces. On arrive à opposer la médecine, toute seule, à une myriade de pratiques qui sont parfois contradictoires entre elles. Et donc, vous trouverez toujours quelque chose qui vous plaît. Vous n'êtes pas homéopathie, c'est pas grave. Acupuncture, vous n'êtes pas acupuncture, c'est pas grave. Kinésiologie, vous n'êtes pas kinésiologie, c'est pas grave. Éthiopathe, vous n'êtes pas éthiopathe. Je sais pas moi, naturopathe, chaman, aromathérapie, faites l'amour à la terre, aux arbres, faites-vous du bottle sunning, tout ce que vous voulez. Vous trouverez toujours quelque chose. Vous trouverez toujours quelque chose qui va aller dans votre... Vous voulez réaligner vos chakras en faisant, je ne sais pas, n'importe quoi, vous trouverez toujours quelque chose. Donc, cette pléthore d'offres va faire que on est toujours désavantagé. Parce que nous, on n'a qu'une seule chose à proposer. C'est quelque chose qui fonctionne jusqu'à un certain point, avec un certain degré de réponse, et qui échoue, et qui en plus a des... merde, je vais pas réussir à trouver le terme. C'est pas des avantages, c'est des. Bref, il y a du pognon qui rentre en ligne de compte. Du pognon avec des gros sous, vraiment. Il y a des grosses firmes pharmaceutiques, du lobbying. Donc, en plus, même si on veut travailler correctement, le contexte fait qu'on lutte avec des gens qui ont très mauvaise presse. Donc, de toute manière, on ne peut pas gagner. Et alors, je vais juste rebondir sur le terme charlatan parce que nous, dans le collectif FakeMed, on est quelques-uns à avoir eu quelques soucis avec l'utilisation juste du rappel à la loi, pas en disant que les gens sont des charlatans, mais qu'on n'avait pas le droit de faire de charlatanisme. Et le problème du charlatanisme, et là, je m'en remets aux juristes, c'est qu'il y a cette notion de il faut le faire volontairement.
Et c'est quelque chose dont on avait discuté, et c'est cette notion de le charlatanisme, c'est quelqu'un qui fait de la merde, mais qui le fait sciemment. Et c'est toujours le problème, c'est de déterminer est-ce que la personne le fait sciemment ou pas. Sébastien, une précision? Oui, excellente question. Alors ça, c'est théorie du droit pénal général, sauf à de rares exceptions, l'infraction comporte plusieurs éléments. Ce qu'on appelle tout d'abord le préalable légal, c'est-à-dire une loi qui dit ça c'est interdit et c'est puni de tant d'années de séchoir. Un comportement matériel. Hein, tel acte qui est décrit précisément, et un élément intentionnel ou un élément moral. Alors, ceci dit, j'avoue d'être... Pardon. Juste rapprocher un peu. Oui, pardon. J'avoue d'être pas tout à fait d'accord avec ton affirmation, François, parce que, et j'oubliais de le dire tout à l'heure parce que je me perdais dans mes notes, par exemple, au sujet de la mise en danger d'autrui, le simple fait d'exposer quelqu'un à un risque, même sans que ce risque soit réalisé, suffit à prouver l'existence de l'infraction. Et quand bien même la personne n'était pas au courant, n'était pas consciente du risque qu'elle faisait courir. Donc, j'avoue n'être pas tout à fait d'accord avec ton analyse. Ah, mais moi, d'un point de vue purement personnel, il y a plein de trucs que je réglerais beaucoup plus rapidement, mais il s'avère que dans l'application de la loi, on est toujours un petit peu, oui, mais il n'y avait pas forcément attention d'eux, donc c'est pas forcément du charlatanisme, donc on ne peut pas parler de ça parce qu'il n'y a pas la volonté d'eux, et puis est-ce qu'on peut vraiment prouver que c'est lui qui a fait perdre des chances parce que la maladie était quand même déjà très très grave. Bref, on est toujours un petit peu emmerdé, c'est comme ça que des Casas Novas arrivent à s'en sortir, que des Didier Raoult sont pas du tout inquiétés et que on n'a pas de problème par rapport à ça. On va peut-être pointer aussi l'aspect de le jeu auquel joue l'ordre des médecins, mais oui. Sébastien a précisé. Il faut absolument qu'on fasse une collab entre nos deux chaînes, hein, ça me semble absolument essentiel. Alors... Pour répondre et pour rebondir sur ce que tu dis, au sujet de l'exercice illégal de la médecine, j'ai regardé un petit peu ce que disait la jurisprudence. L'infraction d'exercice illégal de la médecine est constituée, même lorsqu'il n'y a pas d'atteinte à la santé, je l'ai dit tout à l'heure, même lorsque le produit est délivrable sans ordonnance, que le produit soit efficace ou qu'il ne le soit pas. Hein, on ne peut pas se défendre en disant « j'ai pas fait d'exercice illégal de la médecine parce que le produit n'est pas efficace ». Ça ne tient pas devant le juge qui condamne quand même. Que le produit soit payant ou qu'il soit gratuit, dans tous les cas, le juge sanctionne. Alors, je parlais. Alors, moi, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas de. Il y a des gens qui arrivent encore à sévir les Crystal Pipi et autres vendeurs de jus. J'arrive pas à comprendre qu'ils arrivent encore à sévir. Parce que quand on t'écoute, ça a l'air hyper simple. Mais François, parce que nous sommes dans une démocratie et que le principe, c'est la liberté d'abord et que l'on trinque quand on excède de cette liberté et qu'on passe de l'autre côté de la barrière. Il y a peut-être des procédures qui sont engagées actuellement, qui ne sont pas encore menées à terme. Je voulais juste revenir sur le côté d'une justice parallèle. Enfin, je parlais de l'ordre des médecins tout à l'heure. On a l'impression qu'on s'intéresse à cette problématique, pour aller dans votre sens, François, que les instances ordinales, je ne sais pas si on les appelle comme ça chez vous, mettent beaucoup de temps à réagir, voire sont d'une neutralité qui pourrait conférer à la malveillance parfois, en disant mais pourquoi ils ne les mettent pas au d'état de nuire? Pourquoi ça ne va pas aussi vite qu'on le voudrait? Quand on oppose des médecins dits de bonne foi, ils sont convoqués. Alors en plus, c'est un genre de justice, vous allez nous en parler, Sébastien, c'est pas une justice classique, c'est une justice privée un peu alternative. Donc parfois, il suffit qu'il y ait des potentats ou des barons locaux qui se jugent entre eux, et donc la personne un petit peu séquente ou alternative ou d'un collectif No Fake Med va se faire convoquer. Il y a un aspect en plus, je ne sais pas, presque humiliant de se dire je suis dans mon bon droit et pourtant mes pairs vont me juger de telle ou telle façon. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement sur l'ordre des médecins sans attaquer spécifiquement, hein, je reste neutre. Mais... Je n'ai aucun problème en tant qu'universitaire à l'attaquer si j'estime qu'il est attaquable. Ce que je constate, c'est qu'il n'y a effectivement pas toujours une volonté très très claire des ordres pour poursuivre les comportements déviants et qu'ils ont plutôt tendance à poursuivre leurs propres membres pour des raisons disciplinaires. Il y a en gros, c'est pas une justice parallèle, hein, il y a une justice, c'est organisé par la loi, justice disciplinaire qui correspond donc... Oui, pardon, mais c'est comme le tribunal de commerce, on peut avoir parfois un petit doute sur l'impartialité. C'est un autre problème. D'accord. C'est un autre problème.
Je préfère ne pas m'aventurer. Donc c'est une forme de justice. Oui, tout à fait. Mais qui, à mon avis, ne bouge pas assez. Je vois très rarement les ordres des médecins, y compris l'ordre national, essayer de s'élever contre les pratiques des praticiens de soi-disant médecine tous. On a fait une belle collab à laquelle tu as travaillé au sujet de Médoucine, qui se présente comme le Doctolib des médecines alternatives. Apparemment, ça n'a pas fait changer grand-chose du côté de l'ordre. En fait, c'est pas qu'ils le font rarement, c'est qu'à ma connaissance, ils ne le font pas. À croire que ça ne les intéresse pas. Alors, pourquoi et comment? Oui, on en est réduit à des conjectures, à leur prêter des... Mais parce qu'en fait, ils répondent pas à la question. À aucun moment, enfin plusieurs fois, je me suis vue interpeller l'ordre, que ce soit par mail, sur les réseaux sociaux, par téléphone directement. J'avais réussi à avoir une représentante du CNOM de la région. Elle ne m'a pas rappelé. Je l'ai appelée sur son numéro privé, elle ne m'a pas rappelé, elle ne pas... Ah non, en fait, on ne sait pas leur position parce qu'ils sont complètement muets sur la question, à croire qu'ils ont peur de s'y confronter. Et c'est vraiment problématique parce qu'en fait, s'il y a bien un levier qui devrait être utilisé, avant tout pour protéger les patients, le but c'est pas de mettre des amendes et de foutre les gens en tôle, le but c'est que ces gens arrêtent de nuire. Parce qu'il y a le naturopathe du coin qui va faire un peu d'écoute active et qui éventuellement va proposer 2-3 compléments alimentaires. C'est pas celui-là qui va être le plus dangereux. Le plus dangereux, c'est effectivement les grands pontes qui sont médecins, qui ont leur doctorat de médecine, qui en font la presse, qui en font la publicité, et qui derrière vont proposer des traitements dangereux, des traitements non éprouvés, qui vont faire des essais cliniques illégaux. En tout cas, à la déontologie fort douteuse. Il n'y a pas que Didier Raoult. Des médecins qui ont mis des années avant d'être radiés de l'ordre, alors qu'ils ont pu sévir en toute impunité. Et ça, c'est pas normal. Donc, s'il y a quelqu'un du Conseil de l'Ordre qui voit cette vidéo, faites quelque chose, quoi. Écoutez, on va terminer sur ce coup de gueule. On va en profiter pour que vous soyez là pour commencer à poser des questions. Donc, je me dirige vers vous, cher public. Faites-moi signe. Voilà, des questions, il va y en avoir pas mal. Le temps qu'on pose des questions, moi, par rapport au Conseil de l'Ordre, je pense que c'est des inutiles. Il faut dissoudre cette assemblée et tout recommencer. Voilà. Alors là. Ok, première question. Sans l'avoir dit, je souscris. C'est des vieux tout moisis inutiles. Très bien. Allez-y, je vous en prie. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible parce que c'est pas évident. Quand vous êtes face à une errance médicale, soit que on n'arrive pas à diagnostiquer et que les médecins ne cherchent même pas, parfois ne cherchent plus, soit qu'il y a un diagnostic, mais que la souffrance ne peut pas être soignée. Parfois, on est amené, j'ai envie de dire malgré soi, à se dire, je vais quand même tenter l'ostéopathe, quitte à ce qu'il soit kiné en même temps pour éviter... voilà. Alors ça, c'est des trucs qu'on rencontre effectivement beaucoup en médecine générale. J'en ai rencontré un ou deux en 6 mois, donc c'est ce qui montre que c'est quand même fréquent. Je pense que le maître mot, c'est de ne pas perdre le lien avec le corps médical. Là, du coup, c'est vraiment le rôle François, tu auras peut-être d'autres choses à dire, c'est vraiment le rôle du médecin généraliste, c'est de ne pas perdre le lien avec le patient, de lui dire... En soi, effectivement, quand la médecine, c'est pas sexy, hein, on a des médicaments qui ont des effets secondaires, qui sont gérés par des gros groupes pharmaceutiques qui brassent un pognon dingue, comme tu l'avais dit. Il y a des trucs, deux fois, ça marche pas, en fait. Il y a plein de contre-indications, il y a des trucs qui rendent stérile. Enfin, c'est pas sexy, la médecine. Alors que, forcément, des médicaments qui n'ont jamais été testés, ils peuvent pas avoir d'effets secondaires. Donc, je pense aux compléments alimentaires, aux plantes, etc. En cas d'impasse thérapeutique, en cas d'errance médicale ou d'insuffisance de réponse du corps médical, les médecines complémentaires sont je pense, de mon point de vue, une excellente option, ne serait-ce que pour le côté de soutien psychologique. On a un très mauvais accès aux soins de psychologie en France à l'heure actuelle. Et en fait, les patients ont avant tout besoin d'être soutenus, besoin d'être écoutés, encore une fois, on y revient. Et si la médecine ne peut pas proposer quelque chose d'efficace, pour moi, tant qu'il y a un lien
qui est quand même fort avec le médecin traitant ou enfin avec un autre médecin, tant qu'il y a un lien avec un médecin, le fait d'aller voir ailleurs en complément, dans ces cas-là, je pense peut-être une alternative raisonnable. Encore une fois, tant qu'il n'y a pas de dérive sectaire, de dérive, enfin voilà, d'arnaque financière, ça peut être une option intéressante pour les patients à titre individuel. Encore une fois, je sais pas, Primum, si tu as d'autres choses à rajouter. Je suis toujours hyper partagé par rapport à ça parce que la médecine n'a pas réponse à tout. Il y a des fois, on ne sait pas, et des fois, on ne peut plus rien faire. Voilà. Il faut savoir admettre que des fois, on ne sait pas. Mais moi, il m'arrive très régulièrement de dire, bah là, je ne sais pas. Il y a des fois, il dit, bah là, il n'y a pas de solution aussi. Il y a des situations où il n'y a pas de solution. Tout simplement, il n'y a pas de solution. Le problème, c'est que l'être humain a besoin de réponses. Gérer de l'incertitude, c'est très compliqué. Donc, on a besoin de réponses. Et alors, tu dis, oui, mais tant qu'il n'y a pas de dérive sectaire, ça ne pose pas de problème. Ouais, mais le problème, c'est qu'à partir du moment où tu as des gens qui sont dans une errance et qui ont un problème, eh bien, il y a toujours des gens qui vont en profiter à un moment ou à un autre. Et on ne s'en débarrassera jamais. Hein. Je ne dis pas que, enfin, c'est un vœu pieux de penser qu'on s'en débarrassera, mais le truc, c'est qu'il faut aussi peut-être, et c'est là, à mon avis, notre rôle, c'est de dire, OK, la médecine, elle a un cadre, elle ne sort pas de ce cadre, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'a plus de solution. Voilà. On ne sait pas tout faire, on n'est pas des dieux, on n'a pas encore la réponse à toutes les situations. Et il y a des fois, je suis désolé, je n'ai pas de solution à vous proposer. Par contre, méfiez-vous, il y a des gens qui vont vous proposer des solutions et ça peut vous mener dans des situations un peu complexes. Mais c'est aussi un dur retour à la réalité, en fait, cette situation.
Je suis tout à fait d'accord avec Fantine. C'est facile de dire oui, je suis un grand chevalier blanc et je dis oui, non, je détiens le savoir, ce que vous racontez, c'est de la merde, je vais lutter contre tous ces gens-là. Alors, on peut le faire sur les réseaux sociaux d'un point de vue global. Dans un colloque singulier entre le médecin et son patient, faire ça, bah, c'est perdre quelqu'un. Alors oui, notre devoir, c'est de promouvoir la médecine sous toutes ses formes. Mais notre devoir, c'est aussi préserver la vie des patients et préserver le soin au maximum. Et préserver le soin, eh bien, c'est les garder avec nous. Donc, on ne peut pas les dire qu'ils sont des débiles. Et même si je suis très friand de dire ça dans beaucoup de situations, on ne peut pas, dans le colloque singulier avec un patient, on ne peut pas leur dire non, mais ce que vous croyez, c'est de la merde. Moi, je sais. À part passer pour un con, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. D'autant plus qu'il y a des praticiens qui, eux, leur donneront ce qu'ils ont envie et que ce n'est pas forcément les meilleurs. Donc, je préfère qu'on soit bienveillant et surtout attentif plutôt que de dire écoutez, pas mon problème, démerdez-vous avec vos problèmes. Parce que ça reste toujours. En fait, la personne qui trinque, c'est toujours la même personne, hein, c'est le patient. Hein. Sébastien. Oui. Mais si je peux me permettre de parler, non pas en tant que juriste, mais en tant que patient, parce que vous avez remarqué, je me déplace avec une béquille. Je souffre depuis 10 ans à la suite d'une mauvaise fracture vertébrale, un accident de rien. Mais depuis 10 ans, la médecine a fait ce qu'elle pouvait. Je suis toujours sous de hautes doses de morphine, ce qui explique de temps en temps que je perds les mots et que heureusement ma voisine m'aide à les retrouver. Et il faut un sacré courage pour rester dans le système médical et pour ne pas aller voir les charlatans. Et pour ma part, je préfère aller voir un toubib maintenant plutôt que ce soit ma famille qui aille voir un avocat plus tard. Monsieur. Alors, Gilles Roche de Montpellier, infectiologue entre autres. Un petit commentaire, une question. En termes de commentaires, pour la notion de cautionnement ou de collusion, je crois que tout le monde a raison. Et je reprends ce qu'avait dit, je crois, François Morel, il faut différencier ce qu'est attitude collective et générale et attitude personnelle et colloque singulier. Et on n'aura pas le même comportement. Dans le colloque singulier, on est complètement coincé, et vous avez bien raison de dire qu'on ne peut pas. Il ne faut surtout pas rompre la relation, mais au niveau plus général, par contre, là, il faut être intransigeant. Et alors, ma question, elle est sur... alors, il y a plein d'autres commentaires qu'on pourrait faire, bien sûr, sur ce sujet passionnant, mais une question pour M. Canvet, au niveau de ce qu'on peut faire et au niveau légal. Bon, premier barrage, la loi, on est d'accord, on est hors la loi, on est puni. Deuxième barrage, des choses qui ne sont pas prévues par la loi, mais qui vont, d'un point de vue déontologique, ne pas être acceptables. Donc là, c'est le code de déontologie. On a le Conseil de l'ordre qui a un retard invraisemblable et qui est très coupable d'une inactivité flagrante. Et puis, avec une base souvent de compte de déontologie ou de serment d'Hippocrate, dans lequel on dit quand même qu'il faut traiter les patients dans l'état de l'art. L'état de l'art qui le décide, c'est la communauté médicale et scientifique du moment, et en utilisant les bonnes pratiques. Et alors là, c'est là qu'on voit toute interprétation. Et quand on n'a pas la réponse au niveau du code de déontologie, après, le dernier rempart, si on suit d'ailleurs ce que disait Axel Kahn, c'est l'éthique. Et l'éthique, c'est finalement ce qui échappe à tout le reste. Parce que s'il y a quelque chose qu'on juge soi-même éthique, mais qui est hors la loi, désolé, la loi prévaut. Et au niveau de l'éthique, alors là, comment on fait, quoi? C'est ça ma question. Qui va juger qui juge que c'est éthique? Alors évidemment, il y a les lois de bioéthique qui ont 15 ans de retard, il y a tout ça. Comment on fait, quoi, pour ce troisième point? Merci de me souhaiter bon courage. Pourtant, vous avez 4 heures. Oui. Et en plus, je faisais partie jusqu'à une date récente moi-même d'un comité d'éthique, à savoir celui de l'INRIA. C'est pas parce que j'ai fait 2 mandats de 3 ans que je vais pouvoir vous répondre très très facilement. Je vous disais tout à l'heure de façon ironique qu'en tant que pauvre juriste, j'ai une imagination au ras des pâquerettes du journal officiel et j'en reste là. L'éthique, ça va être une norme qui n'est pas formelle,
comme il y a d'autres normes non formelles, comme par exemple la courtoisie, la politesse. Et pour moi, l'éthique est plutôt de cet ordre-là. Et je suis toujours mal à l'aise, malgré un travail de plusieurs années avec un comité d'éthique, pour vous donner une réponse très satisfaisante. J'en suis vraiment navré. Autre chose, je profite d'avoir la parole pour la conserver encore un petit peu, pour dire que une chose qui me choque énormément, c'est qu'on a expliqué que les médecines, j'ai toujours du mal avec le mot médecine quand on parle, mais, oui, des thérapies alternatives, ça me convient mieux, pratiques de soins non conventionnels, ont des liens assez évidents dans beaucoup de cas avec les dérives sectaires, et qu'il y a de moins en moins d'efforts en France pour lutter contre les dérives sectaires. On a encore une structure qui s'appelle la Miviludes, qui existe, mais qui n'est plus que l'ombre d'elle-même. Son budget est en chute libre. On a préféré lutter non pas contre la délinquance, mais contre le sentiment d'insécurité, parce que c'est beaucoup plus vendeur d'un point de vue politique. Et on se retrouve avec cette institution qui n'a pratiquement plus aucune efficacité. Et le seul recours que l'on a d'un point de vue juridique, c'est les patients ou la famille quand c'est trop tard, et d'un autre côté, la presse, les médias en général, dont les vulgarisateurs, puisque apparemment, de temps en temps, pas encore en matière médicale, mais dans d'autres domaines, j'ai des collègues vulgarisateurs, youtubeurs, qui ont été comment dire, j'allais dire interpellés, pas au sens judiciaire, mais qui ont été invités par des forces de police ou de gendarmerie pour leur donner les informations qu'ils ont eues. Je pense entre autres à une affaire Pierre Orca qui n'a rien à voir avec le milieu médical, oui. Qui s'est retrouvé... Oui, quoique, parce qu'il est compliqué, il part dans tous les sens. Et j'espère peut-être que notre modeste travail pourra servir de base à certaines poursuites. Je l'espère. Je n'ai pas d'informations, mais croyez bien que vous serez informés quand on le saura. Alors, il y a beaucoup de questions, donc il y aura beaucoup de frustrés, j'annonce à l'avance, parce qu'on doit bientôt clore la table, et je m'en excuse. Allez-y. Ma question est encore pour Monsieur Canevet, mais qui s'éloigne un peu, je ne sais pas si vous saurez me répondre. On entend beaucoup de mutuelles parler avec fierté, notamment dans leur publicité, de rembourser quid les naturopathes, les ostéopathes, etc. Or, moi, je veux bien que les gens aillent voir des chamans, des naturopathes, etc. Mais je n'ai pas forcément envie de cotiser pour leur payer ça via une mutuelle. Et je voulais savoir si ça faisait partie du cadre des libertés des entreprises qui sont soumises aux mêmes législations que des entreprises standards, ou si il y avait un cadre spécifique qui encadrait ce que pouvaient faire ou non les mutuelles. C'est très très intéressant. Oui. Je n'avais pas pensé à la chose. J'étais en train de réfléchir s'il n'y aurait pas complicité. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait complicité, contrairement à l'affaire Médoucine, par exemple, où il y a clairement une complicité d'exercice illégal de la médecine. Le fait de rembourser ce genre de choses, à mon avis, si c'est une mutuelle, si vous êtes mutualiste, j'aurais plutôt tendance à vous dire, essayez à l'intérieur de la mutuelle de poser les questions, voire de vous faire élire pour essayer de faire changer les pratiques, mais je ne vois pas trop d'angle d'attaque plus précis à vous fournir pour le moment. Alors moi, j'ai peut-être 2-3 petites choses. Je vais peut-être juste rajouter 2-3 petites choses. Et là, je ne sais pas si Richard Monvoisin est dans la salle, mais en tout cas, je le salue s'il est là. Je vais le paraphraser. Déjà, il faut commencer par arrêter d'appeler ça des mutuelles. Il y a des mutuelles, mais la grande majorité sont des assurances privées. Donc déjà, il faut arrêter de leur lustrer le chinois en leur disant que ce sont des mutuelles, là, ils sont très gentils. Non, c'est des assurances privées. Donc, c'est des assurances privées, elles assurent contre des risques ou elles permettent de faire du remboursement. Donc, à la limite, elles font de la publicité. Ça, c'est la première chose. Déjà, les remettre à leur place. Ce sont des assurances. La deuxième chose, il faut militer pour qu'on arrête d'avoir une part de le remboursement du tarif sécurité sociale qui soit attribuée aux mutuelles de manière obligatoire. Le tarif sécu devrait être remboursé par la sécurité sociale. Le problème avec ça, c'est que ça oblige les gens à à payer un tribut à une assurance privée, alors qu'on devrait à la limite juste cotiser pour la sécurité sociale. Alors là, c'est de la politique, c'est un avis personnel, mais vous voulez faire ça,
faisons disparaître les 35% de remboursement par les complémentaires santé pour la sécurité sociale. Parce que c'est une porte d'entrée obligatoire dans un système privé qui privatise la santé et ça vous permet d'avoir des forfaits pour soigner avec les plantes, les pierres, tout ce que vous voulez. À partir du moment où on n'aurait plus que la partie qui est non sécu, les gens choisissent ce qu'ils veulent. Je vous rejoins, je vois pas la personne, donc je lui fais coucou là, mais la personne qui a posé la question, mais je vous rejoins. Oui, je comprends que vous n'ayez pas envie de cotiser pour un truc dont vous vous foutez complètement. Dans un système idéal, on va dire, les tarifs sécu seraient remboursés par la sécu et les gens, ils ont envie d'avoir des médecines complémentaires, et ils ont un forfait complémentaire pour les médecines complémentaires. Voilà. On devrait pouvoir avoir le choix, effectivement. Mais ça, c'est de la politique. Alors, on va prendre, je l'ai dit, vous allez être frustré, on va prendre 3 dernières questions. Monsieur. Bonjour, je me présente, je suis médecin généraliste depuis 40 ans. Enfin, il y a 40 ans, on s'est battu contre les médecins, on a échoué. C'est pas ça que je voulais dire. Fantine, tu as un peu généralisé en disant que les médecins généralistes n'ont pas le temps. On peut très bien se donner le temps en revoyant les patients plusieurs fois, contrairement à une consultation rapide à l'hôpital. C'est ça. Moi, je pense que le plus important, c'est que quand les gens ils vont mettre un cierge à Lourdes, ou quand ils consultent M. Diaby, qui est guérisseur, ils savent où ils vont. Le grand danger, c'est quand un cabinet de médecin ou de paramédical se transforme en cabinet de magicien. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce magie praticien. Oui. Moi, quand je suis médecin généraliste, je suis médecin généraliste. Et j'explique aux gens que quand ils veulent aller voir une autre pratique, je ne vais pas les attaquer de front, mais j'essaie de leur expliquer que, d'une part, ce n'est pas de la médecine alternative, ce sont des pratiques qui peuvent être plus ou moins déviantes, que je ne reconnais pas, mais que j'essaie quand même de prendre le temps de leur expliquer, et j'explique ça en disant que ils vont avoir affaire à une démarche d'autosuggestion librement consentie. Autosuggestion, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le cerveau et le corps, ce n'est pas deux choses différentes. J'essaye de leur expliquer que nous sommes un corps unique, que notre cerveau reçoit des milliards d'informations en permanence et le corps n'envoie pareil. L'autosuggestion, ça marche. C'est pas forcément, ça se voit dans tous les domaines. Librement, c'est-à-dire qu'ils sont libres. Ils peuvent aller voir l'homéopathe, ils peuvent aller à Lourdes, ils peuvent aller tout ça. S'ils ont le zona, je ne vais pas leur dire d'aller voir un guérisseur, ils se démerdent. Et librement consenti, c'est-à-dire ils consentent à ce soin. Par contre, dans mon cabinet, j'ai tout à fait le droit, non pas de cautionner ou d'être... J'ai ma liberté et mon devoir également de leur dire, ce n'est pas de la médecine, vous avez le droit d'y aller, mais je vous rappelle, et je prends le temps de leur expliquer, on peut les voir en plusieurs séances, c'est de l'autosuggestion librement consentie. Voilà, ça c'est le maître mot qui peut expliquer. C'était un témoignage plus qu'une question, non? C'est un témoignage. Je suis en même temps à AFIS, Infosect, et dans le temps, on s'est battu contre des médecins, on a échoué. Voilà. Bon, bravo, merci. Je rebondis juste en une phrase. C'est très intéressant et surtout c'est très engageant. Ça fait plaisir Enfin, tous les médecins généralistes ne prennent pas ce temps et c'est bien de montrer qu'il y en a qui le font. Et c'est cool. Bonjour. Déjà, merci donc aux invités, aux personnes du REC. Je voulais savoir, étant donné qu'il y a quand même beaucoup de thérapeutes complémentaires, est-ce qu'il serait possible de travailler avec eux pour essayer qu'ils vous envoient également des gens pour qu'ils soient suivis? Je ne sais pas, puisque si c'est possible de faire cette chose. Alors là pour le coup, on va répondre individuellement parce que je pense pas qu'il y ait de vrai. Moi, j'aurais beaucoup de mal dans le sens où là, pour le coup, en fait, ça revient vrai. Enfin, ça dépend vraiment de la pratique. C'est-à-dire que si la personne en question, que ce soit un naturopathe ou quoi que ce soit, se considère comme un praticien de bien-être. Je pourrais l'envisager. À partir du moment où il se considère comme un praticien de santé, ce qui est faux,
En fait, ça revient à faire un partenariat, et là, pour le coup, ça revient vraiment à avoir un partenariat professionnel, et avoir un partenariat professionnel avec quelqu'un qui pratique le charlatanisme. Ça me semble compliqué, rien que d'un point de vue déontologique. Après, il y a aussi alors, je pense notamment aux naturopathes ou aux psychopraticiens, pour le coup, qui ne s'estiment pas soignants, c'est-à-dire qu'ils s'estiment praticiens de bien-être, c'est ça, ou notamment avec les personnes qui font des massages, des massages, alors soi-disant des massages réharmonisants, rééquilibrants. Vous avez ça dans les spas. C'est de la pseudoscience, hein, ça ne rééquilibre et ça ne réharmonise rien en dehors des tensions musculaires, mais voilà, avec ce genre de professionnels, effectivement oui, parce que ça permettrait éventuellement de ramener dans le parcours de soins classique des personnes qui iraient d'abord voir ces personnes. Mais pour moi, le prérequis, c'est qu'il faut qu'elles se considèrent elles-mêmes comme des praticiens de bien-être et pas de santé. D'autant plus que je doute un petit peu du résultat de la démarche, parce que la plupart de ces gens n'ont absolument aucun intérêt financier, dans la mesure où toi, tu vas leur expliquer que ça ne les intéresse pas. Donc, petit critère pour identifier ce qu'il faut éviter. Par exemple, tous les trucs, actuellement, la vente pyramidale explose avec toutes ces pseudosciences. C'est tout simplement que pourquoi est-ce qu'on ne va pas acheter les machins au supermarché? Tout simplement parce que les supermarchés n'ont pas l'intention, n'ont pas du tout envie d'associer leur image à ça, et ils risquent d'être poursuivis pour des pratiques médicales parfaitement illicites. Donc ils recourent, pour des raisons, puisqu'on est dans un système ultralibéral, à des techniques de distribution alternatives, là où il n'y a aucun contrôle, bien évidemment. C'est un des critères qui permet de dire peut-être faudrait-il pas aller dans cette direction. Dernière question. Je me permets, je veux juste dire un petit truc. Non, François. Et donc, non, mais bien sûr, bien sûr. Je pense que ça n'arrivera jamais que des praticiens travaillent avec disons, des médecins, pour la bonne et simple raison qu'il y a une opposition fondamentale sur la notion de ce que c'est qu'une preuve et de ce que c'est que comprendre comment fonctionne quelque chose. Et c'est justement parce qu'il y a cette opposition, et que cette opposition, elle est irréconciliable, que les deux ne peuvent pas travailler ensemble. On ne conçoit pas l'explication du monde et la notion de preuve de la même façon. Et c'est justement le cœur du problème. C'est qu'on ne se base pas sur la même manière de concevoir la réalité pour travailler. Et ça ne pourra jamais marcher, je pense. Et je pense que c'est vraiment le cœur du problème. Dernière question, allez-y. Bonjour et merci pour votre présentation. Votre table ronde, c'était très intéressant. Moi, je n'ai pas de connaissances extensives du monde de la médecine, donc peut-être que ça existait déjà, mais à vous entendre, j'ai l'impression qu'il y a un chaînon manquant, en fait, entre les médecins, qui sont, comme vous le disiez, des techniciens, qui appliquent une médecine thérapeutique, donc ce qu'on appelait le cure tout à l'heure, donc c'est très bien, mais on a dit aussi qu'il manquait de temps. Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement un autre métier, une nouvelle formation qui s'occupe plus du care, quelque chose qui serait complètement accolé à des médecins généralistes qui soient dans tous les cabinets de médecine et qui s'occupent d'écouter les patients, de la prise en charge et de les mener vers une prise en charge vers des vrais médecins qui pratiquent une médecine proof-based, mais plutôt que de laisser ce rôle de care aux pseudomédecines et aux fake med, comme on est obligé de le faire actuellement, en fait. En fait, c'est le rôle du médecin de famille. En fait, c'est le rôle du médecin généraliste, c'est le rôle fondamental du médecin généraliste, c'est d'écouter, de comprendre, de poser un diagnostic, ou en tout cas les prémices d'un diagnostic si c'est des diagnostics un peu complexes, de traiter si c'est de la pathologie bénigne ou des choses qu'il sait faire, et d'orienter, si nécessaire, vers les spécialistes chirurgiens ou médecins. Et en fait, ce rôle-là d'écoute, de care, etc., c'est complètement fondamental dans le rôle du médecin généraliste. Le seul problème, c'est qu'en fait, on ne
ne choisit pas, enfin les futurs médecins, donc les étudiants en médecine, ne sont absolument pas recrutés entre guillemets dans leurs études pour leur capacité d'écoute et d'attention. J'ai un ami qui a fait, c'est véridique pour le coup, j'ai un ami qui a fait médecine parce que ses parents lui ont dit non mais fais médecine, t'es bon en maths, en SVT, tout ça. Ça c'est très fréquent. Hein. Et puis lui, bon, écouter les gens, ça l'intéressait pas trop. Les gens de manière générale, ça l'intéressait pas trop. Donc il est devenu chirurgien. Non, alors mieux. Ça aurait pu. Non, il est devenu anapathe. Ouais, voilà, exactement. Tu spoil tout. Et il est mais non, mais je disais comme ça en fait. Hein. Mais oui, non, mais il est vraiment devenu anapathe. En fait, en 5e année de médecine, il s'est dit merde. En fait, si je deviens médecin, je vais devoir parler à des gens toute la journée, et moi, j'aime pas ça. Et il s'est dit c'est fantastique. Il y a des spécialités médicales, on n'a pas besoin de voir les gens. Et donc du coup, il a fait de l'anatomopathologie. Donc en fait, il regarde des microscopes toute la journée, il regarde des morceaux de gens. Mais c'est un super métier. Alors. L'anatomopathologie font 95% des diagnostics. Hein. Oui. Non, ce sont des gens formidables, vraiment. Mais en fait, voilà, le truc, c'est qu'il est arrivé dans cette filière-là, il est arrivé après 5 ans d'études à se dire merde, en fait, j'aime pas ce qu'on me propose après. Et en fait, jusqu'à, je sais pas, tu m'arrêtes si je me trompe, mais jusqu'à l'internat, globalement, on doit avoir à tout casser 20 heures de cours, tout compris sur 6 ans de relations patient-médecin. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est comme François le disait, on est formé à être des techniciens et pas à être des soignants. On est formé à être technicien parce qu'il y a énormément de choses à savoir. Hein. C'est pas parce qu'on est con et que voilà, c'est juste que il faut voir. Ce qu'il veut dire, c'est que le technicien, le spécialiste, c'est pas celui qui n'a pas pu tout apprendre. Voilà. Il faut réactiver le micro, François. Parmi mon micro, autant pour moi. On n'a juste pas le temps, quoi. Et c'est déjà compliqué. En fait, non, la solution, c'est pas d'inventer un métier supplémentaire, c'est juste d'avoir plus de monde. Vous étez 3 fois la population médicale actuelle, vous allez avoir des gens qui vont prendre du temps. Alors, il faut du monde et il faut aussi avoir les moyens de le faire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer 45 minutes pour prendre soin de quelqu'un et que ça vous rapporte 23 €. Ça n'est pas possible. À un moment ou à un autre, il va falloir que des choses bougent. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a aussi ça. Et c'est valable pour toutes les spécialités. Hein. Moi, je travaille beaucoup avec des gens, avec des dentistes. Vous voulez des meilleurs soins dentaires, il ne faut pas que la carie soit à 28 balles, quoi. Ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas soigner quelqu'un correctement ou ça prend 1h30 pour soigner correctement une carie si ça vous rapporte 28 €. Il y a aussi un problème tarifaire. Je suis désolé, hein, mais à un moment, il faut poser les choses, quoi. Les chirurgiens aiment l'argent. Merci beaucoup. Alors, le dernier mot, on vous a passé un petit mot doux, Sébastien. On termine là-dessus rapidement. Oui, dernière chose, quelqu'un fait passer un mot, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Je parlais de la Miviludes et hélas, dans son état de déliquescence programmée, quelqu'un faisait passer un mot, parfaitement raison, j'avais oublié de le dire, disait, il existe aussi des associations de prévention et d'information, y compris en local, et on m'a fait passer le petit papier. Surtout, si vous avez ce genre de problème pour vous ou pour vos proches, n'hésitez pas à vous rapprocher de ces bénévoles qui font un excellent boulot. Et pour la Mivilude, en plus, alors que maintenant la Mivilude est désossée, on a des associations de médecine alternative, des académies de médecine alternative et complémentaire qui ont des liens de collusion énormes avec les plus hautes sphères de l'État, et donc ils sont en train, tout doucement, on les a sortis par la porte, ils rentrent par la fenêtre, quoi. Donc c'est vraiment un gros souci. Ça marche. Merci beaucoup. Bravo encore à vous. Merci d'avoir été là.